crois que nous pouvons commencer. Alors, l'idée est de faire quelques minutes de présentation et puis donc derrière des questions-réponses. Donc j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Hugues Moutou, préfet de l'Hérault, Mme Emmanuelle Ménard, députée de l'Hérault, Mme Carole Delga, présidente du Conseil régional d'Occitanie, M. Robert Ménard, maire de Béziers et président de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée, et M. Alain Caralp, maire de Colombier et président de la communauté de communes La Domicienne. Alors, en guise d'introduction, je voulais vraiment vous dire notre joie de vous accueillir tous aujourd'hui afin de sceller ce nouveau sujet autour de cet écosystème Éden. Alors pour nous, je pense qu'on peut tout à fait faire le parallèle avec ce qui nous touche beaucoup, voire douloureusement aujourd'hui, cette urgence climatique que l'on voit de plus en plus douloureusement, semaine après semaine, saison après saison, quelque part exacerbée par ce qui se passe en Ukraine, hein, qui donne vraiment des sujets très difficiles autour de l'énergie et de son prix. Et l'idée, pour être le plus positif possible, c'est de faire en sorte de projeter, de faire coïncider cette urgence par rapport à une opportunité industrielle. Et je pense que quelque part, on a une des premières racines de ce bel Éden. L'Éden prend aussi sa source sur cette résilience qui a été démontrée au cours de son histoire dans cette belle usine qui nous accueille aujourd'hui, qui a vraiment vu une partie du passé industriel de la France et qui finalement a toujours su se réinventer. Et nous le vivons tous les jours, puisqu'en fait, sur cette base-là, on a pu travailler de manière très dynamique sur la transformation d'emploi. Alors, dans les sujets de la transition énergétique, l'idée, c'est qu'on va plutôt se focaliser sur ceux qui vont faire sens, et par rapport à deux prismes. Le premier, il va être celui lié aux compétences que nous avons ici, avec une tradition de métallurgie, d'assemblage métallique, mais aussi en croisant par rapport aux intérêts stratégiques que nous pouvons avoir au niveau de la France, mais aussi au niveau de cette belle région Occitanie. Et donc, nous allons parler d'hydrogène, alors beaucoup aujourd'hui, puisque, pardonnez-moi, mais j'aurai peut-être un peu un prisme Genvia parfois, mais pas seulement. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir cet Éden à d'autres sujets, comme l'éolien, notamment offshore, mais aussi au solaire photovoltaïque. Alors, je vous disais que l'hydrogène allait constituer beaucoup de discussions aujourd'hui, parce que, en fait, vraiment un des points d'ancrage et un des points qui permet de commencer Éden, c'est Genvia. Et puis, il se trouve que quand même le hasard des calendriers est plutôt bien, puisqu'on a vécu une semaine très très dense autour de l'hydrogène, avec en particulier le lancement des plans industriels français, et avec pour nous, et j'en profite pour remercier Monsieur le Préfet, la concrétisation de l'annonce présidentielle du 16 novembre dernier, et qui permet d'obtenir nos 200 millions d'euros qui vont être nécessaires à la maturation et au développement industriel de Genvia. Et donc j'étais aux côtés de la Première ministre mercredi dans l'Oise, dans son déplacement avec tous les acteurs de l'hydrogène. Alors l'hydrogène, on en parle toujours. Je serai toujours une personne mesurée pour dire que l'hydrogène ne fera pas tout, mais ce qui est indiscutable dans cette notion d'hydrogène, c'est qu'elle est une clé de voûte dans la transition énergétique. On le retrouvera en complément des batteries autour de la mobilité. On le retrouvera comme outil de flexibilité des réseaux d'énergie. Et je pense, et c'est notre principal prisme dans Genvia, ça va être vraiment peut-être le seul outil de décarbonation de nos industries, que l'on parle d'acierie, que l'on parle de cimenterie. Et là, donc évidemment, les premiers marchés d'hydrogène vont s'accélérer autour de tout ça. Donc voilà le contexte, je ne vais pas être trop longue, mais je voulais de manière très personnelle vous faire part aussi de ce qui pour moi, avec mes yeux de nouvelle arrivée dans cette belle région, fait vraiment l'unicité de cet écosystème que vous formez tous. C'est vraiment l'alignement de tous les acteurs que vous représentez et qui va faire la différence dans ce qu'on entreprend de faire, qui va être un combat, qui va se jouer dans la durée
et qui va permettre de dérisquer les différentes étapes d'une industrie certes stratégique, mais qui va prendre aussi du temps. Et c'est pour ancrer vraiment cette alliance que nous avons souhaité, avec Luc en particulier, lancer cet Eden pour permettre cette synchronisation, mais aussi, et on le verra au travers des différents collèges, nous permettre d'adresser des sujets qui ne sont pas forcément entre les mains des industriels. Et là, on va retrouver des sujets comme le foncier, les compétences, qui sont souvent des sujets qui nous empêchent de dormir avec Luc, parce qu'on met les bouchées doubles et on considère que l'ensemble du socle est mis en place, mais une fois qu'on appuie sur le bouton, il faut vraiment qu'on ait l'ensemble des personnes qui puissent nous rejoindre et être recrutées. Il y aura aussi un collège infrastructure, un collège innovation et un collège attractivité. Voilà, je vais passer la parole à Luc. Merci Florence. Donc l'Eden, écosystème durable, énergie naturelle. Voilà ce que ça signifie. Ça veut dire que depuis des années, beaucoup d'années, les gens qui sont sur cette usine, les gens qui sont dans cet écosystème, quand je dis écosystème, c'est écosystème au sens large, ça peut être nos partenaires industriels, notre top management, ça peut être aussi nos supports publics, en l'occurrence. On a su créer une dynamique qui va nous permettre de nous transformer et ensemble de pouvoir nous associer à ce qu'il est important de réaliser, de réussir aujourd'hui pour éviter que le réchauffement climatique perdure et pour en limiter les dégâts. Donc voilà, il est éminemment important de comprendre que l'Eden, ce n'est pas un concept. Il y a déjà, dans les thématiques qu'a énoncées Florence tout à l'heure, beaucoup d'initiatives qui ont été prises, beaucoup de réussites qui ont été capitalisées. Il s'agit simplement de les encapsuler pour accroître ces synergies, aller encore plus vite et peut-être demain avoir d'autres réussites ensemble. Voilà quel est le sujet et le propos de l'Eden. Merci Luc. Et je propose de donner la parole à Carole Delga, présidente de la région Occitanie. Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors pourquoi la région est là? Parce que depuis maintenant un peu plus de 6 ans que je suis présidente de cette région, j'ai toujours voulu renforcer la souveraineté de notre région. Alors j'étais le président de la chaire agriculture, souveraineté alimentaire, mais ici c'est la souveraineté industrielle et la souveraineté énergétique. Alors qu'on a cette volonté, comment fait-on? Tout d'abord, on regarde les bassins industriels forts et ceux qui l'ont été. Et c'est vrai que j'avais bien sûr identifié que sur le Biterrois, il y avait cette tradition industrielle, parce que pour pouvoir développer de l'industrie, d'avoir une culture populaire de l'industrie, c'est essentiel. C'est essentiel, 1, pour l'acceptation, 2, pour la question de la formation. Et quand Luc était venu me voir, donc c'était dans une période assez complexe, point de vue économique, pour l'entreprise, et il m'avait indiqué ce projet qu'il y avait avec le Cevatec de Grenoble pour la question d'électrolyseurs et d'hydrogène. Et banco, j'avais le projet absolument indispensable pour le développement industriel, pour redonner vraiment une capacité pleine et entière à ce territoire pour l'excellence industrielle. C'est toujours comme ça qu'on fonctionne. Sur le bassin Tarbais, qui est voilà, plus côté ouest, c'est avec Alstom, quand ils sont venus me voir pour me parler des trains à hydrogène. Et en me disant, vous savez, on fait des essais, donc ça c'était, parce que Luc c'était il y a 4 ans, je pensais qu'on s'était vu. Voilà, on s'était vu il y a 4 ans, puis après avec Schumberger, avec le président, on s'était vu il y a 3 ans. Mais bon, l'histoire un peu la même, c'est Alstom qui était venu me voir, ça se fait à tard, en disant, vous savez, il y a une expérimentation en Allemagne qui va passer en phase commerciale. Et à l'époque, vous le savez, on va dire, la SNCF n'était pas très favorable au train à hydrogène. Voilà. Et donc, on a pris nos... voilà, pour en rappeler. Et donc, elle avait pris mon cheval de bataille et j'avais voulu convaincre sur la question du train à hydrogène. Donc, on était là, avec ce projet. Je me suis dit, là, je retrouve un projet de souveraineté industrielle. Et de plus, ça cochait l'autre case de la souveraineté énergétique. Parce que, bien sûr, pour le mix énergétique, mais il faut développer
les énergies renouvelables, les énergies décarbonées. Et donc, nous nous sommes rencontrés donc avec le président de Schlumberger, et il a vu qu'il y avait une détermination, et je lui ai dit, la région, elle peut être actionnaire. Et la région, donc, elle est actionnaire. Donc, bien sûr, Schlumberger est actionnaire majoritaire. Il y a aussi Vinci, il y a aussi Vicat, donc l'industrie cimentière, et il y a la région qui est actionnaire. Et nous avons donné cet argument, puisque les décisions elles se sont prises au niveau mondial hein, pour le groupe, et cet argument de la région actionnaire, ça a été, je pense, un déclencheur quand même important, pour ne pas dire essentiel, parce qu'on y croyait tellement qu'on acceptait de pouvoir prendre ce risque-là, parce qu'on est actionnaire, c'est bien sûr un risque qu'on prend, parce que moi j'étais convaincue qu'il y avait ici un savoir-faire et une filière qui était vraiment d'avenir. Et donc, nous avons créé la joint venture, Genvia. Donc après, Florence, vous nous avez rejoint, et maintenant, on est à créer en fait ce collectif autour des énergies renouvelables, de la décarbonation de l'industrie. Et c'est pour cela que moi, j'ai toujours porté de façon forte ce projet, et que nous avons quand même, il faut le voir, à l'échelle européenne, l'Europe n'a choisi entre guillemets que 7 régions sur les 13 en France pour des projets industriels liés à l'hydrogène. Et nous avons donc 2 sites qui ont été sélectionnés. Ici, Genvia et puis Alstom pour donc la région Occitanie. Et c'est vrai que ces 10 projets français d'usines sont vraiment essentiels. Et puis, il y a Monsieur le Président de la République qui était venu, donc qui avait annoncé le dispositif de 200 millions d'euros, qui est l'ensemble des financements État, avec, on connaît le dispositif du plan de relance qui capitalise aussi sur des crédits européens, et puis également les régions, donc région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis région Occitanie, puisque la région Occitanie, en plus de son apport à capital, va avoir aussi un apport en subvention. Et puis, ce que vous avez indiqué, Eden, c'est la question de favoriser toutes les énergies décarbonées sur ce territoire. Et là aussi, quand on parle d'hydrogène, on pense à Port-la-Nouvelle, à l'éolien flottant. Et dès l'année prochaine, les premières éoliennes vont tourner, vont produire de l'électricité. C'est l'électricité verte, donc qui est nécessaire pour l'hydrogène vert. Et c'est quand même l'équivalent d'une ville comme Narbonne. Les besoins d'une ville comme Narbonne seront faits par ces parcs qui sont expérimentaux, et sachant qu'on a obtenu un parc commercial qui va se développer, lui, donc 4 ans après, et je ne désespère pas d'avoir un deuxième parc commercial, parce que je me rends compte que du côté de ma région voisine méditerranéenne, il y a quelques sujets d'acceptation. Donc là, on attend qu'on puisse le développer. Donc c'est cela, la région, nous avons été une région vraiment innovante, parce que sur l'hydrogène, nous avons été la première région à présenter un plan hydrogène de 150 millions d'euros. Et donc c'était il y a de ça 4 ans, quand on a commencé à se rencontrer avec Luc. La région actionnaire, la région bien sûr qui subventionne et qui fédère, parce qu'en effet, il faut savoir créer un écosystème. Vous l'avez indiqué, c'est pour ça que nous devons être tous ensemble. Bien sûr, on va dire le couple État-région, c'est un couple classique, qui fonctionne sur de nombreux sujets, avec le monde de l'entreprise, avec bien sûr les intercommunalités sur la question du foncier, avec l'ensemble aussi de l'écosystème de formation, parce que le défi que nous avons sur la question des énergies renouvelables, c'est d'avoir les formations pour les salariés, en formation continue, pour les demandeurs d'emploi, mais aussi pour les jeunes générations. Et c'est pour ça que la région donne une bourse particulière pour les étudiants qui vont dans les métiers divers, parce que nous devons vraiment changer de calibre en France sur la formation à ces métiers qui sont d'avenir, parce qu'aujourd'hui, l'ensemble des chefs d'entreprise sur ce secteur-là, mais sur celui-là, vous manquez vraiment crucialement de compétences, et donc on doit vous aider sur ces sujets-là. Merci Madame la Présidente, et je passe la parole à Hugues Moutou, préfet de l'Hérault. Merci beaucoup Madame la Présidente, chère Florence. Juste pour vous dire que c'est toujours émouvant pour moi de revenir sur un site industriel,
puisque j'ai eu la chance de présider une société industrielle pendant 5 ans. Et donc l'ambiance, l'atmosphère industrielle m'est familière et c'est toujours émouvant pour moi de revenir sur ces lieux. Je n'ai pas travaillé pour Schlumberger. Alors, Eden, donc écosystème durable, énergie naturelle. Mais vous avez choisi un bel acronyme. Dans le récit biblique, naturellement, chacun ici le sait, c'est le jardin du paradis. Et il s'agit bien de lancer médiatiquement aujourd'hui le paradis de la tech. Et le paradis de la tech, il est dans le Biterrois. Et c'est vrai, Madame la Présidente de région, c'est dans le département de l'Hérault, le territoire le plus industriel, celui qui a la culture et les formations, les compétences les plus industrielles du département. Donc ce n'est pas un hasard si Genvia et puis Eden va se développer sur ce territoire. Eden, c'est finalement donc un écosystème, c'est un cluster de haute technologie. Et nous, on y croit, nous, État. Et pas que l'État, collectivité, la région, l'agglomération, tout le monde y croit. Pourquoi on y croit? On y croit d'abord parce que c'est un modèle qui marche et qui a fait ses preuves dans le monde entier. Je ne vais pas vous parler de la Silicon Valley en Californie, tout le monde connaît cet exemple, mais c'est Bangalore également dans le sud de l'Inde, c'est Singapour, c'est Shenzhen en Chine. Cette concentration de talents, de compétences, de projets, ce cluster participatif, eh bien, ça marche, ça produit de la valeur ajoutée pour le territoire. Et plus que le territoire régional, pour notre pays. Le président de la République, lorsqu'il est venu en novembre dernier, il avait un peu défloré l'annonce des 100 millions, il y croyait beaucoup. Il a compris que Genvia et tous les projets industriels et technologiques qui allaient se greffer autour, eh bien, c'était la réponse à deux des défis les plus importants que nous avons à relever. Premier défi, c'est la transition écologique. Et le deuxième défi, naturellement, c'est la souveraineté, l'indépendance énergétique de notre pays. Alors, Genvia, on ne va pas y revenir, mais juste pour vous dire que Genvia va profondément modifier l'écosystème social et économique de ce territoire. À partir de 2025, on aura un recrutement progressif de 100 emplois, donc 100 compétences à trouver, vous en parliez, Madame la Présidente, par an, avec une évolution, une démultiplication au cours des années qui suivront. Et pour installer la Gigafactory et pour installer la DK Gigafactory par la suite. Donc c'est un projet qui donne, je l'avoue, le vertige et que l'on a du mal encore à appréhender. Les sommes en jeu, puisque l'État, naturellement, n'est pas que bienveillant, il est participatif. Vous avez parlé de votre déplacement avec Madame la Première ministre dans l'Oise, où elle a annoncé effectivement le feu vert de Bruxelles pour que l'on puisse accorder des subventions pour ces projets hydrogène. 2 milliards 100 millions d'euros qui seront mis sur la table, et vous ferez partie naturellement des projets à vous partager un peu cette cagnotte. Et je le dis, c'est pas que l'hydrogène, c'est pas que l'électrolyseur qui sera récompensé par ces 2,1 milliards, c'est en amont et en aval aussi. Alors en amont, c'est Genvia, bien sûr, l'électrolyseur, en gros, parce que je ne suis pas du tout un scientifique, mais qui va nous permettre d'aller chercher le gaz dans l'eau. Je résume un peu, bon. Et pardon, hein, de cette trivialité. Et en aval, bien sûr, c'est la production, la construction de réservoirs et de piles à combustible. Enfin, on a une chaîne extrêmement complète et qui, couplée avec l'industrie nucléaire, dont on ne rappellera pas assez qu'elle est une pièce centrale dans la construction de cette souveraineté énergétique, eh bien, avec votre technologie à haute valeur ajoutée, eh bien, je pense, et le président en tout cas l'a dit, que c'est un pas décisif vers cette souveraineté énergétique qui, on le voit aujourd'hui, est indispensable. Alors, 200 millions, c'est beaucoup d'argent, 2,1 milliards, c'est beaucoup d'argent pour l'ensemble des projets. 200 millions, c'est beaucoup d'argent, c'est colossal, ça va se dérouler dans le temps, mais à très court terme, on a bien compris que pour impulser les choses, vous avez besoin également d'un accompagnement.
Et vous allez, vous le savez, avoir via le plan de relance 2,5 millions, c'est déjà acté. Vous aurez également, vous avez obtenu par la qualité de vos équipes et de votre recherche 4,3 millions d'euros également via l'ADEME pour vous aider à mettre votre projet sur les rails. Alors, Genvia, en gros, c'est le vaisseau amiral de cet écosystème, de ce cluster. Et moi, je conclurai en disant que on a toute confiance naturellement en vous et longue vie à ce paradis technologique que vous nous promettez. Merci. Très bien. Merci de vos titres, Monsieur le Préfet. Je crois que là, on peut répondre à vos questions. Qui commence? Ça a été très clair. Peut-être nous dire qui va faire partie de Eden, nous donner quelques acteurs régionaux. Je te laisse répondre. Alors, l'Eden sera un succès à partir du moment où ça nous échappera. C'est-à-dire que tout un chacun a la possibilité de faire partie de l'Eden. Il s'agit simplement de faire en sorte qu'autour de la table, sur des sujets bien particuliers, qui peuvent être l'innovation, la formation, les infrastructures, ou bien alors les compétences, on est tous les interlocuteurs autour de la table. Il ne s'agit pas de réinventer quelque chose, il y a tout un tas de systèmes qui existent, il y a tout un tas d'organisations qui existent, il y a tout un tas d'institutions qui existent et qui sont prêtes à aider un entrepreneur aujourd'hui qui aura la volonté, la velléité de créer son entreprise ou de la transférer ici dans la région. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de synchroniser tout ça et de donner du rythme. C'est-à-dire donner la vision globale en expliquant, puisque j'aime bien effectivement le centre de gravité de l'Eden aujourd'hui, mais peut-être que demain il y aura d'autres grosses entreprises de cet acabit, mais partager une vision et dire voilà, dans les 5, 10, 15 ans, voilà ce qui peut se passer. Et tout un chacun, par rapport à du foncier, par rapport à de la formation, par rapport à de l'innovation, par rapport à des infrastructures, aura les éléments et pourra, lorsqu'il sera sollicité par un entrepreneur, par un start-upper, prendre les bonnes décisions et supporter en utilisant les outils qui existent. Pourquoi? Parce qu'il y aura un cheminement qui sera écrit, qui sera présenté. Donc tout le monde aujourd'hui est concerné par l'Eden. Il y aura une façon aussi transversale de gérer l'attractivité. Attractivité des compétences qui seront formées, attractivité des territoires. Donc là aussi, il y a des solutions qui existent, il y a des institutions qui existent. Se mettre en marche en connaissant ce qu'on veut faire de cette vallée, de cet Eden, pouvoir donner du sens à des futurs collaborateurs, compagnons, ingénieurs, pouvoir donner du sens à des start-upers qui veulent sauver la planète, par exemple, c'est l'ambition d'Eden. Mais tout le monde, une fois que ce sera mis en place, aura la possibilité de faire partie de cette Eden. En complément peut-être, très rapidement, l'idée c'est qu'on laisse personne au bord du chemin en fait. Vous voyez, tout cet alignement, enfin quelque part ça nous oblige aussi. Et c'est important qu'il n'y ait pas de laisser pour compte industriel. Alors au-delà de Schlumberger et de Genvia, on peut déjà aujourd'hui citer les sous-traitants de Schlumberger et TS Fusion qui nous rejoignent et qui font déjà des choses très ambitieuses autour de nous. L'idée aussi, c'est d'imaginer notre campus qui sera notre centre de fabrication, notre Gigafactory, comme quelque chose d'ouvert et qui soit aussi un lieu de vie. Et ça, j'y tiens beaucoup parce que je pense qu'on a besoin dans ce territoire d'Eden de convaincre aussi les jeunes, aujourd'hui y compris de ce territoire, de venir pousser la porte de l'usine, de venir s'inscrire dans des trajectoires industrielles. Et ça va prendre du temps. Mais pour moi, c'est vraiment important de recréer cette envie, ce désir de venir travailler dans l'industrie. Et croyez-moi, je pense qu'il y a de quoi nourrir toute une carrière avec beaucoup de choses très riches. Pour ajouter un peu de concret à tout ça, je vais prendre un exemple. Imaginons que très rapidement, on produise de l'hydrogène vert pour la nouvelle, ce qui va être le cas. Imaginons que demain, vous ayez une chaudière à hydrogène chez vous, puisqu'il y a une société à Montpellier qui est en train de la commercialiser. Elle peut faire partie de l'Eden, elle en fera partie d'une façon ou d'une autre. Mais entre le moment où l'hydrogène est produit et le moment où l'hydrogène est consommé, il va falloir le transporter.
Est-ce que tous les verrous technologiques qui permettront le transport de l'hydrogène ont été déverrouillés? Peut-être, peut-être pas. Mais si ce n'est pas le cas, grâce à la partie innovation, on pourra mettre les universités, les laboratoires au service de ces startups qui veulent, ou de ces entreprises qui ont la volonté de déverrouiller cela. Et puis, si une société veut se monter pour réaliser ce transport, elle le réalisera. On pourra l'accompagner par le biais de l'incubateur, le catalyseur de synergie InnovoSup. C'est ça, en fait. C'est juste donner du sens, globalement, donner de la cohérence à toutes les initiatives qui pourront être menées avec toutes les solutions qui existent. Et tout un chacun peut lever la main et en faire partie. Y aura-t-il un comité de pilotage justement pour gérer cette gouvernance? Parce que je vois qu'il y a plusieurs collèges. Et du coup, c'est ce que l'on démarre aujourd'hui, en fait, tout à fait. Donc avec quelque chose de très agile, donc pas de structure juridique. Et le fait donc, que ça soit vraiment ancré au travers de réunions de travail de différents comités. Et tous les 6 mois, on va battre la mesure pour voir où on en est. Et jouer le jeu, en fait, d'un côté industriel, partager les montées en puissance, autant qu'on pourra, bien sûr, dans la limite de la confidentialité, mais d'être relativement transparent et de jouer le jeu, de faire en sorte, en fait, de faire évoluer, faire coïncider ces cahiers des charges. Alors c'est vrai que, en fait, dans toutes les structures, il y aura toujours les 3 membres un peu fondateurs, qui sont Genvia, l'État et la région. Parce qu'après, quels que soient les sujets, il faudra que ce triptyque il soit présent sur l'ensemble des sujets. Ça, la structuration d'une filière économique, elle se joue dans cette structure très agile. Parce que si on prend, il y a de ça 70 ans, quand le général de Gaulle a décidé que l'aéronautique allait se développer à Toulouse, non, mais à l'époque, on était sur le fonctionnement, mais c'est l'État qui a réuni... on était loin de la décentralisation qui existe aujourd'hui, mais qui avait créé ce fameux écosystème. Et ce qui est d'ailleurs, parce que c'était les universités qui étaient mobilisées, c'était les centres de recherche, ainsi de suite. Et ça, c'est absolument indispensable. On développe toujours l'expression de supply chain. Ça, si vous préférez, il faut savoir créer une chaîne. Voilà. Et c'est une chaîne c'est une chaîne de l'optimisation des missions des uns et des autres. Et surtout, c'est une chaîne d'optimisation de la valeur ajoutée. Parce qu'après, ça veut dire que la richesse, elle se crée sur place. Parce que ce que disait Luc, il faut qu'après, toutes les innovations, elles se créent sur place pour qu'ensuite, on puisse vraiment avoir la richesse qui soit sur place et qui puisse faire des emplois et puis la valeur ajoutée. C'est ça. Et donc, du coup, Accident pourrait intégrer cet écosystème à moyenne échéance? Oui, parce que si vous préférez, sur l'hydrogène, vous avez la question de la production, vous avez la question de la distribution, vous avez la question des usages pour faire ça. Et donc, dans les usages, c'est vrai que nous, on cite beaucoup en Occitanie les transports, puisqu'on a la spécificité d'avoir le train à hydrogène. Les cars et les bus à hydrogène, c'est une entreprise à Albi. Les vélos à hydrogène, c'est dans les Hautes-Pyrénées. Bon, voilà. Mais il faut être objectif, c'est ce que disait donc Florence. Les usages, il y a aussi toute la question énergétique, et c'est pour ça que Vicat, grand cimentier, est essentiel, Vinci aussi. Donc on a, mais oui, parce qu'après vous faites rentrer en fonction des missions. Et c'est certain que pour optimiser le fonctionnement du train à hydrogène, aujourd'hui, le train à hydrogène, sur sa question batterie, il est finalisé. Mais dans 10 ans, le train à hydrogène il se construit maintenant. Voilà. Parce que c'est préféré, il faut, enfin, pas être trop technique, parce que c'est un sujet que je connais bien, mais il va falloir qu'on ait des trains plus légers, voilà, pour être sur des petites lignes. Voilà. Et c'est important, cette agilité aussi géographique. Hein. Déjà, nous avons commencé notamment sur le pôle innovation, donc le comité de pilotage qui se déroulera après. Donc seront présents, par exemple, des équipes et de l'Université de Toulouse, hein, notamment dans la perspective de la construction, on a du très grand labo qui sera peut-être le plus grand en Europe hein, sur l'hydrogène, des équipes de Montpellier, des équipes de Béziers. Voilà, donc l'idée c'est d'être vraiment le plus agile. Et je crois qu'aujourd'hui on peut plus se permettre d'être pas agile et ou trop territorial. Hein. Il faut au contraire s'organiser, être agile en permanence. Mais même entre régions, si vous préférez, il y a des compétences sur le CATEC de Grenoble, donc c'est vrai qu'avec Laurent Vauquier sur ce sujet, là, on travaille. Parce que ce que vous préférez à Laurent, ce que je lui dis, il faut que les deux régions soient ensemble pour qu'on soit une vraie locomotive et que ça profite à nos deux régions. Parce que là, vous préférez, si on allie les deux régions, exactement, là on a une puissance
sur l'ensemble de la chaîne des énergies décarbonées, qui est vraiment, au point de vue national et européen, qui est redoutable. Monsieur l'ancien préfet de la WC. Voilà, c'est pour ça. Juste rappeler historiquement, quand on regarde le modèle de construction historique de la Silicon Valley, c'est une impulsion publique très forte par des contrats publics. Nous, ça se traduit par des subventions. Le lien avec les universités, les labos de recherche, et puis après, c'est chimique, c'est une réaction en chaîne. Donc effectivement, l'idée c'est d'impulser. Nous, l'État, on sera là en lien avec les collectivités pour sanctuariser du foncier, parce qu'il faut du foncier, et dans ce coin du département, il y a plus de foncier disponible à l'ouest qu'à l'est, et ça me paraît essentiel, parce que les entreprises ont besoin de se projeter, et je sais que mes collègues fonctionnaires ont parfois du mal à comprendre que dans le privé, on a besoin de se projeter loin. Et même si ce n'est pas totalement concret, on a ce besoin impérieux de se projeter loin et de savoir qu'on sera assisté, accompagné, notamment en matière foncière, dans la durée. Et donc, en fait, ce qui vise à être constitué ici, c'est ça, c'est de lancer une réaction en chaîne. Et ensuite, à la Silicon Valley, n'importe qui peut s'implanter à partir du moment où il trouve intéressant, gagnant-gagnant, de rejoindre ce cluster. Donc ici, ça sera exactement ça. Juste sur la question du foncier, monsieur le préfet, parce que je sais que les journalistes sont souvent interrogés sur le zéro artificialisation nette, que ce soit bien clair, hein, monsieur le préfet de l'Hérault, monsieur le préfet de région et moi-même, voilà, là en tant que présidente de région de France, j'ai demandé à madame la première ministre que les projets d'intérêts nationaux et européens ne soient pas impactés sur la réserve foncière régionale, mais soient bien au niveau de la solidarité nationale. Et au titre, donc ça veut dire que là, les 22 présidents de région ont fait la même demande, donc c'est quand même une puissance, en disant que ce sont les projets d'infrastructure de transport, pour nous, les LGV, que ce soit levé, bien sûr, de l'impact régional, et les grands projets d'infrastructure économique. Et bon, bien sûr, moi j'ai cité de suite Genvia, parce que dans les deux, parce que Elisabeth me disait, mais qu'est-ce que c'est toi deux grands projets? Je dis voilà, Genvia, je dis sur 8 terroirs, et après j'ai à Toulouse Airbus, qui est un gros projet aussi d'extension. Je dis là, ce sont des enjeux de souveraineté nationale, donc ça ne doit pas être impacté sur notre quota, quoi. Voilà. Et ça, on est très mobilisés. Et je dois dire, donc je parle ici aujourd'hui avec deux casquettes, la mienne et celle d'Étienne Guyot, mon ami et collègue préfet de région. Il y a quelques jours, lors d'une réunion interministérielle à Matignon, Étienne Guyot a également relayé la même demande. Voilà. Donc on a très bon espoir, pour ne rien vous cacher, d'obtenir gain de cause. Donc c'est très important. Ça sécurise les élus, ça sécurise les industriels. Et je sais que c'est un souci permanent. Complètement, et qui peut faire la différence sur le temps de montée industrielle par rapport à nos concurrents, entre de nos business plans duquel on va sortir nos besoins en production. Donc il faut avoir le terrain, construire le bâtiment, commander les équipements et démarrer la ligne. Et là, il y a plusieurs années. Donc c'est pour ça, à la fois, je pense qu'on est très conscient de là où on en est avec encore du dérisquage à faire et ça va être long, mais aussi être en capacité de se projeter et de ne jamais être bloqué, notamment sur ces notions de foncier. C'est ça qui fera la différence. Peut-être une dernière question, je regarde pour le timing, mais on va prendre la dernière question. Justement, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur la montée en puissance de Genvia et sur cette histoire de foncier pour Genvia? Alors, aujourd'hui, c'est une entreprise qui va vite, Genvia. Donc, effectivement, dès le départ, donc on a commencé, je vous rappelle, en mars 2021, avec tout de suite 30 personnes qui venaient notamment d'ici, de Chaumerger-Béziers. Ça va vite, c'est-à-dire que dès novembre, nous avons eu un atelier qui produisait. Et là, on s'apprête à lancer notre ligne pilote automatisée dans quelques jours. Donc, nous sommes pas loin d'une centaine de personnes. Donc là, si je me projette un peu sur l'avenir, donc l'idée c'est que assez rapidement, on puisse doubler à horizon 2025. Et nous avons toujours comme ambition d'être à la Gigafactory autour de 2030 et là à peu près 500 emplois. Dans notre chemin, ce qui est très important aussi, c'est que, vous voyez, à peine né, on produisait, à peine né, on a eu aussi des très grandes alliances avec des partenaires clés, en particulier dans la décarbonation de l'industrie, Vicat, ArcelorMittal, d'ailleurs, ça sera probablement une histoire occitane aussi,
Suisse-Steel, EDF. Je le dis là pour l'ancienne Lozérienne. Voilà. Et EDF aussi. Donc, vous voyez, et tout ça, tout l'enjeu, c'est aujourd'hui de lancer les systèmes qui comptent et qui vont demain constituer les carnets de commandes de Genvia. Quant au foncier, en fait, alors je ne vous ferai pas de scoop aujourd'hui. En fait, justement, c'est vraiment tout l'intérêt de pouvoir évaluer, sachant qu'en matière de foncier, on va avoir plusieurs natures de besoins. Un besoin lié plutôt au cœur du campus, parce que je ne vais pas parler d'unité ou d'usine de production, mais plutôt du campus de Genvia qui doit être vraiment ouvert. On est aussi en train de faire venir des sous-traitants. Il y a aussi les acteurs présents industriels, et c'est pour ça que j'y tiens, il ne faut pas qu'il y ait des acteurs laissés au bord du chemin. On doit vraiment être plutôt un appel d'air pour tout le monde. Et du coup, c'est vraiment cette opportunité d'être tous ensemble autour d'Eden pour pouvoir mettre en commun les possibilités de foncier d'un côté et les besoins de l'autre. Et ça en toute transparence et équité. Et c'est ça l'objectif, en tout cas, du collège foncier d'Eden. Oui, pardon. Une question aussi, Madame Lambert. Vous parlez de 500 emplois pour 2030. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée des métiers et des compétences dont vous aurez besoin? Bien sûr, bien sûr. Et là, alors, ça fait aussi l'objet d'un des collèges sur celui des compétences. En fait, on va avoir des cœurs de métiers qui vont être très ciblés autour en fait, des opérations de lignes de production, de la conduite de lignes de production. On va avoir des spécialités qui vont être liées à la thermique, puisqu'en fait, vous savez, l'atout de notre technologie d'électrolyser à haute température et qui donne une meilleure efficacité, c'est qu'on a besoin aussi de compétences en thermique pour bien maîtriser ça. Et enfin, des compétences autour de l'électricité et de l'assemblage du câblage électrique. Donc tout ça est en fait aujourd'hui complètement identifié. Et pareillement, en fait, on regarde en face quelles sont les filières de formation pour faire en sorte de combler vraiment les différences. Voilà. Mais je n'oublie pas aussi le fait de s'adresser donc non seulement à des formations, mais aussi ce sujet de ressusciter des vocations aux jeunes. Et c'est très tôt que ça se passe. Donc d'où des liens, notamment avec le lycée Jean Moulin ici à Béziers. Et pour moi, c'est très important. Ça doit se passer très très tôt. Voilà. Si tu permets, je voudrais juste rajouter quelque chose. On parle de Genvia, on parle du nombre d'emplois directs, etc. etc. Aujourd'hui, si vous voulez recruter, c'est compliqué. On a fait d'ailleurs notre premier entretien inversé. C'est ça. Il faut séduire, donner du sens à la carrière du futur employé, de la future employée, et puis séduire. Donc si vous voulez recruter des dizaines de collaboratrices ou de collaborateurs, c'est encore plus compliqué. Si vous voulez en recruter des centaines, c'est éminemment compliqué, voire impossible si vous le feriez. Si vous voulez en recruter des milliers, avec tout l'écosystème qui est autour, tous nos partenaires qui auront besoin eux aussi de recruter, si on ne fait rien, ça ne le fera pas. C'est notre façon de le voir. Donc l'Eden, ce n'est pas simplement un joli cluster, c'est d'ores et déjà anticiper ce que sera le recrutement dans 5, 10, 15 ans. C'est anticiper les besoins en foncier dans 5, 10, 15 ans, considérant qu'il n'est pas simple effectivement de disposer de foncier. C'est résoudre les problèmes technologiques, déverrouiller ces briques technologiques dont on parlait tout à l'heure pour que des solutions puissent être là et permettre à ces nouvelles solutions d'être acceptées, souhaitées par tout le monde. Et si on arrive à faire ça, on aura réussi. Si l'Eden n'est pas en place, nous ne pensons pas que chacun, de l'autre côté, nous puissions arriver à faire quoi que ce soit. Tout seul. Donc, c'est ce qui nous empêche de dormir. C'est éminemment important. Je terminerai parce que je ne veux pas être trop long. C'est un système d'anticipation. Je pense qu'il faut qu'on... Voilà. Eden, c'est quoi? C'est l'anticipation. Il faut être très clair. Si on n'anticipe pas, on ne répond pas aux objectifs. Et les recrutements dans 5 ans, c'est aujourd'hui qui se joue. C'est aujourd'hui qui se joue. C'est constamment comme ça. Vous voyez, le projet, on en a parlé il y a 4 ans. Réouvrir une ligne voie ferrée, c'est il y a 5 ans. Oui, c'est ça, c'est l'anticipation. Qu'est-ce qu'Eden? C'est un système d'anticipation. C'est une organisation d'anticipation. C'est ça. Deux petits ajouts. Simplement, une expérience partagée. J'ai des amis entrepreneurs qui recrutent pas mal et ils m'ont dit il y a quelques jours qu'ils avaient l'impression eux-mêmes de passer un grand oral face aux employés. C'est-à-dire qu'il y a un renversement structurel du marché de l'emploi.
la loi de l'offre et de la demande que vous connaissez. Eh bien aujourd'hui, en fait, les jeunes qui entrent dans une boîte et qui sont très désirables de par leur cursus et leur appétence, eh bien, font passer aux employeurs un grand taux. Quelle est votre politique sociale, écologique? C'est un renversement total et les employeurs sont assez déboussolés. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, pour être très concret, de la réserve foncière, il y en a. Vous savez que c'est un sujet qui est toujours très délicat, mais Madame la Présidente de la région le disait, on a bon espoir de défalquer les terrains et les hectares accordés pour ces projets d'intérêt national du zéro artificialisation nette, mais à terme, on peut envisager jusqu'à 200 hectares à terme, en tant que de besoin. Donc c'est très important, c'est un effort significatif. D'ailleurs, lors de l'atelier territoire qu'il va y avoir tout à l'heure, on a des représentants, le directeur départemental des territoires et de la mer qui sera présent avec ses services, et l'accompagnement se fera bien sûr progressivement pour la montée en puissance de Genvia et de l'écosystème autour. Et pour terminer mon propos, récemment, très récemment, nous avons reçu un jeune PDG d'une société californienne dont on ne dira pas le nom, et on ne dira pas non plus ce qu'il fait. Et quand il est venu, alors cette usine, bon, vous la connaissez peut-être pas tous, mais elle est exceptionnellement belle. Les gens qui sont dedans sont exceptionnels aussi. Et tout ce qui s'y passe est magnifique. C'est ça. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on a l'habitude qu'on nous dise ça quand les gens viennent nous voir. Mais là, il est venu nous voir, nous dit: ah, ça c'est super, ça c'est extraordinaire, ça c'est top. Et le dernier atout qu'on a sorti de notre jeu, c'est l'Éden. Et quand on lui a dit ce qu'on allait faire avec vous tous, un petit peu à l'avance, on s'en excuse, il était complètement bluffé. Il nous a dit ça, des vallées vertes, rouges, noires, comme vous voulez, il y en a partout qui se font. Mais si vous arrivez à mettre en place ces synergies dans ces domaines-là, c'est complètement disruptif et ça fait partie des initiatives uniques au monde. Ça, c'est comme vous en parlez, je continue, mais début janvier, je vais me rendre donc, dans l'ouest des États-Unis, tout d'abord au CES de Las Vegas, qui est le grand salon international de l'innovation, et je vais en profiter à être donc, à Las Vegas pour aller dans la Silicon Valley et rencontrer d'autres entreprises pour que justement on puisse, parce que c'est vrai que ce dispositif est intéressant, mais je veux aller sur cet ouest des États-Unis parce qu'en effet ils ont su créer des écosystèmes. Et là, je veux qu'on puisse, là, je vais faire un voyage d'études pour réfléchir à comment on peut le décliner et avoir toujours un temps d'avance parce que j'ai d'autres filières qui vont avoir des mutations. Et je pense que l'inspiration de l'Ouest américain est intéressante. Voilà. Je crois qu'on est obligé de... Juste une dernière, s'il vous plaît. Non, c'est pour être concret, parce que c'est assez difficile à comprendre ce que vous faites. Pourquoi cet hydrogène vert que vous produisez ne peut décarboner que les aciéries et les cimenteries? Alors, non, pas du tout. En fait, donc c'est un des marchés principaux. En fait, nous, tout simplement, nous visons à être fabricants d'électrolyseurs. Et donc, l'hydrogène derrière peut être utilisé à plein de choses. Donc, en fait, de la mobilité, de la gestion de réseaux d'énergie, hein, comme un peu à l'instar d'une grande batterie, et outils de décarbonation. Et là, il y a plein d'usages. On peut remplacer le méthane. Aujourd'hui, sur lequel il y a beaucoup de tension. Remplacer de l'hydrogène qu'on utilise déjà dans plein de process, mais aujourd'hui on le produit en polluant, donc en électrolysant on ne pollue pas. Et puis, ultime, le CO2 qu'on produit, parce que vous savez, cimenterie, aciérie, c'est intrinsèque à leur procédé, donc on va produire du CO2, et à ce moment-là, ce qui est assez fabuleux, c'est qu'on va transformer ces grandes industries en fabricants de carburants de synthèse pour l'aviation par exemple. Donc on prend le CO2, on le mélange avec notre hydrogène et on pourra faire voler des avions dans le futur. Donc, vous voyez l'intérêt pour l'Occitanie, parce que ArcelorMittal, c'est un chiffre d'affaires, c'est mon aciérie, voilà. Et donc moi derrière, là on est actionnaire aussi avec ArcelorMittal pour une structure qu'on a créée. Vous voyez le lien avec ce que dit Florence pour l'avion vert, pour l'avion qui est SAF, voilà, qui permet d'avoir l'avion à hydrogène. Et donc ça veut dire que même sur ce sujet, Airbus est très intéressé. Voilà, je crois qu'on est obligé de conclure. Et en tout cas, en vous remerciant, Madame la Présidente, Monsieur le Préfet, et en vous remerciant tous ici présents.